sur le plateau de BFM Story Week-end. À ma droite, Arnaud Le Gall, merci d'être présent. Député La France Insoumise du Val d'Oise et membre de la Commission des Affaires étrangères. Face à vous, Fabrice Leggeri, merci également d'être présent. Député européen Rassemblement National. À distance, j'accueille Franck Menonville, agriculteur, sénateur UDI de la Meuse. Merci également de participer à nos échanges, ainsi que Sylvie Brunel, géographe, ancienne présidente d'Action contre la faim et auteur de Sa Majesté le maïs. Mais je débute les échanges avec Anne-Sora Dubois. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Journaliste politique BFM TV. On se disait tout est bien organisé, ça circule bien, il y a une grosse organisation. Je voudrais quand même qu'on revienne sur ce qu'a dit en substance Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui dit en gros, pas de souci, droit de manifester garanti par la Constitution, mais il dit quand même qu'il y a une tolérance zéro si on s'en prend aux biens, si on s'en prend aux personnes. Il fixe quand même un cadre qui pourra avoir des conséquences sur la suite de la mobilisation. Voilà, il y a un cadre qui a été fixé aussi par les majeurs, les plus grandes organisations agricoles. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut que ces manifestations se déroulent très bien. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de blocage, qu'on ne bloque pas les routes pour les Français, qu'il n'y ait pas de défaut d'approvisionnement, qu'il n'y ait pas de violence. Il peut y avoir du déversement de fumier devant les préfectures, il peut y avoir aussi du déversement de paille, mais pas de dégradation ni de biens ni dégradation de personnes, que personne ne se tape dessus. Encore une fois, les principales fédérations agricoles sont d'accord là-dessus, les maires aussi, puisqu'ils sont prévenus en amont. Tout se déroule bien. Après, il n'est pas exclu qu'à un moment ou à un autre, et ça s'est déjà vu dans des mobilisations précédentes, à un moment les esprits s'échauffent un peu, qu'il y ait des choses qui dérapent un peu ou qu'il y ait un peu de casse. Arnaud Rousseau l'a redit, c'était l'invité de BFM Politique aujourd'hui, président de la FNSEA, a redit aujourd'hui il n'y aura pas de casse. Voilà, on appelle tout le monde à être le plus raisonnable possible. Pourquoi ? Parce que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Bruno Retailleau ne court pas vraiment de risque à montrer les muscles, parce qu'il sait très bien qu'il a en face de lui des gens voilà, qui vont faire très attention. Pourquoi cette grande attention portée à ne pas dépasser un certain nombre de lignes qui vont être respectées sans doute par la majorité de ces agriculteurs ? D'abord parce que le mouvement est extrêmement populaire vis-à-vis des Français et qu'il faut qu'il le reste. Le soutien des Français est très important pour cette mobilisation agricole. La totalité de la classe politique aussi est contre le traité du Mercosur et donc soutient dans ses revendications les agriculteurs. En clair, il y a une espèce de convergence générale pour dire que ce mouvement il est légitime, que cette colère elle est largement audible. C'est pas la première fois qu'elle s'exprime et on sait bien que les revendications et même les promesses qui ont été faites au printemps dernier n'ont pas été toutes tenues, loin s'en faut. Donc jusqu'au bout, ils vont essayer de respecter, de rendre hommage à ce consensus ces agriculteurs en faisant en sorte de pas que les manifestations se déroulent le mieux possible. On était à 50% des 70 mesures annoncées par Gabriel Attal. Arnaud Rousseau a dit un tiers à la mi-journée. Il avait dit 50%, là, vous voyez. J'étais en scooter, j'ai pas entendu Arnaud Rousseau, il était à 50%, et ça descend de plus en plus. Oui. Ça peut augmenter la colère. Il y a du retard. Très sérieusement, on va retrouver Franck Menonville avant d'échanger avec mes invités. Je viens vers vous pour débuter parce que vous êtes à la fois agriculteur et sénateur, en l'occurrence sénateur UDI de la Meuse. Qu'est-ce que dit l'agriculteur à l'homme politique et que lui répond l'homme politique à l'agriculteur ? Écoutez, je crois que la mobilisation agricole vient de loin, vient de l'an dernier, notamment avec les engagements qui progressivement sont tenus, mais réalimentés aujourd'hui par une très forte crainte de la signature du Mercosur. Et je crois qu'aujourd'hui, bien évidemment, c'est une incompréhension totale, puisque comme vous le savez, nous demandons de plus en plus de normes, d'obligations et de contraintes qui sont portées que nous faisons porter à nos agriculteurs. Et bien évidemment, c'est complètement incompréhensible de signer un accord qui autoriserait l'introduction de produits qui correspondent en aucun cas aux normes françaises. Alors moi, je crois que bien évidemment, vous l'avez dit, il y a progressivement des engagements qui sont tenus par la ministre Genevard. Je crois qu'il faut le reconnaître, notamment dans le projet de loi de finances que nous allons commencer à examiner au Sénat. Il y a un chantier, me semble-t-il, qui n'est pas abouti, c'est celui de la simplification administrative, c'est celui de la complexité administrative et l'incompréhension, bien évidemment, qui en découle sur nos agriculteurs. Voilà, moi, ce que je voudrais peut-être vous dire en introduction, mais en tout cas, la difficulté du dossier qui nous mobilise aujourd'hui, et notamment le Mercosur, c'est que je crois qu'il y a un consensus assez général au niveau de la classe politique et au niveau de nos concitoyens. Le combat aujourd'hui j'allais dire la mobilisation qui doit être la nôtre pour convaincre,
c'est davantage au niveau européen pour arriver à constituer une minorité de blocage pour empêcher cette signature. Et moi, je le dis, je suis un Européen convaincu, et c'est vrai que je ne comprends pas le passage en force de la Commission des affaires, de la Commission européenne. Je crois qu'il faut laisser souverains les parlements nationaux. Je crois qu'il faut trouver dans notre Europe un équilibre entre ce qui doit se décider et la force commune que doit représenter l'Europe, nécessaire pour exister face aux grands ensembles qui s'organisent autour de nous, les États-Unis, la Chine et autres, mais tout en respectant les nations, en respectant nos pays et surtout la représentation nationale. Je reviens vers vous dans un instant, mais je vais vérifier sur le plateau s'il y a consensus avant d'entendre aussi Madame Brunel qui nous écoute. Je vous pose la même question. Le problème, je vous pose la question, le premier qui répond prend la parole, mais le problème c'est le Mercosur. C'est le cœur du problème. Allez, allez-y, et puis après j'irai vers Monsieur Ledjiri. C'est le cœur du problème, mais... c'est plus le problème que les mesures pas encore entrées en vigueur. Ça, on pourra en parler après si vous voulez, mais déjà, il faudrait voir pourquoi on en est arrivé là. Ça fait des années qu'on nous dit, et que Macron nous dit notamment, je suis contre le Mercosur, etc. Pourquoi il n'a pas bloqué les négociations? Parce qu'il n'a pas de majorité pour le faire. Si, il avait la possibilité de le faire. Il met avant d'entrer dans la phase bien sûr. Sauf que là, maintenant, on négocie plus sur le fond, on négocie les annexes. Il aurait fallu bloquer les négociations bien en amont. La raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait, c'est parce que contrairement à ce qui est dit, il n'y a pas un consensus. Les macronistes et une grande partie de la droite et le gouvernement actuel veulent renégocier l'accord avec de nouvelles clauses. Or, ces clauses miroirs, elles sont inapplicables. Par exemple, c'est la réciprocité, évidemment. La réciprocité, par exemple, un exemple. C'est le fait que les produits qui seraient importés obéiraient aux mêmes normes que celles qui sont imposées. Ce qui est extrêmement compliqué à mettre en place. Je vais prendre un seul exemple, on peut en prendre des dizaines. Exemple. La direction générale de la santé de la Commission européenne a elle-même dit qu'on n'était pas capable à l'heure actuelle de dire avec certitude que oui ou non, si oui ou non, il y a des hormones dans la viande brésilienne. Mais tout le monde le dit maintenant. Non mais d'accord, mais donc ça veut dire que ces clauses, c'est de la poudre aux yeux. Oui, donc il faut bloquer l'accord. C'est aussi pour ça et s'il y avait un consensus sur le fait de bloquer l'accord et d'être contre l'accord Mercosur, peut-être que le gouvernement n'aurait pas censuré à l'Assemblée nationale les résolutions que nous faisons en ce sens. On devait discuter le 28 novembre dans notre niche parlementaire d'une résolution contre le Mercosur. Le Rassemblement national, et vous vous êtes fait retoquer également. Et le gouvernement l'a censurée. Il a dit qu'elle n'était pas recevable, etc. Donc, vous me confirmez qu'il y en aura une demain, lundi, qui sera une nouvelle? C'est Aurélie Trouvé qui l'a annoncé. On en redépose une nouvelle, je m'en suis occupé dès vendredi. On en redépose avec mon groupe une nouvelle. Mais en attendant, y a quand même, on voit bien que le gouvernement n'est pas clair dans cette affaire. Donc il est temps de faire de la clarté. Oui ou non, on bloque cet accord. Oui ou non, on bloque cet accord. Le reste, c'est de la littérature. Monsieur Ledjiri, consensus sur le oui ou non, on bloque cet accord. Le Rassemblement national est contre la conclusion de cet accord de libre-échange avec le Mercosur, parce que c'est une concurrence déloyale pour nos agriculteurs. C'est également une mise en danger de la santé des consommateurs européens, parce qu'effectivement, il y a des produits qui sont utilisés en Amérique du Sud qui sont interdits depuis 1989 en Europe, avec des risques dans les viandes, des hormones, on l'a déjà évoqué. Et puis, c'est aussi un problème à plus long terme de souveraineté alimentaire. Et au Rassemblement national, nous voulons favoriser la production locale, et donc nous ne voulons pas dépendre d'autres continents, l'Amérique du Sud, au cas d'espèce. Et puis, pour ceux qui sont attachés à l'environnement, à l'écologie, il y a également une conséquence, c'est que cet accord du Mercosur pourrait augmenter la déforestation en Amazonie. C'est pas le Rassemblement national qui l'a inventé, c'est même Greenpeace dans certains documents et dans certaines études qui le dit. Donc pour toutes ces raisons, nous sommes contre la conclusion de cet accord de Mercosur. Maintenant, il faut effectivement que ça se traduise dans les actes, c'est ce qu'attendent les agriculteurs qui sont mobilisés aujourd'hui. Et en tout cas, il faudra pendant le temps avant que le Parlement, si cet accord était malheureusement signé, et de toute façon, pour se prémunir contre une signature si elle était retardée, il faut pouvoir préparer une majorité contre en Europe. Alors au Conseil, là où les États sont représentés, c'est au gouvernement, c'est à l'exécutif français d'être suffisamment habile pour trouver des alliés. Nous, au Parlement européen, comme je suis député européen, nous pouvons, si d'autres groupes politiques, y compris des parlementaires français, mais qui appartiennent à d'autres groupes politiques, s'ils sont d'accord pour faire cause commune là-dessus, je crois qu'il faut le faire, parce que nous voyons que dans tous les groupes politiques, il y a des partisans du Mercosur et il y a des opposants. Non, le groupe politique auquel appartient la France Insoumise est le seul à avoir, de manière
consensuel, voté contre tous les accords de libre-échange et notamment celui-là. Il est vrai que le groupe politique auquel appartient le Rassemblement national au Parlement européen a majoritairement voté les accords de libre-échange. Donc c'est pas avec lui que vous ferez une coalition. Il a voté pour le report de la circulaire sur la déforestation à la demande du Brésil dont vous parliez tout à l'heure. C'est à la demande aussi de l'industrie forestière européenne. Je reviens vers vous. On continue les échanges dans un instant et Anne nous expliquera en fait la position actuelle d'Emmanuel Macron. Dans un instant également on retrouvera Milan Argelas qui est sur son tracteur avec Hugo Dorsemel, mais je voulais l'arbitrage, l'explication de Madame Brunel. Merci d'être avec nous. Comment on explique à la fois cette volonté a posteriori d'imposer des clauses miroirs? Je voudrais votre avis sur leur impossibilité, en tout cas, ou leur difficulté à être mise en place, et la difficulté aussi d'avoir des produits qui seront au prix de produits étrangers, mais made in France. Et on sent bien que c'est là aussi qu'il y a un problème. Tout à fait. Le Mercosur, ça ouvre à la fois un immense marché de consommation sud-américain aux Européens, donc il y a cette volonté de conclure un accord, mais l'agriculture a l'impression qu'elle est sacrifiée. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas demander aux agriculteurs français de monter en gamme, d'avoir des fermes familiales, de se priver de tout un ensemble de produits de traitement et leur imposer une concurrence déloyale ou sur le maïs, sur le bœuf, sur tout un tas de produits. On va voir arriver des produits issus de fermes géantes avec l'utilisation de produits qui sont interdits chez nous. Et puis, bien sûr, les clauses miroirs, le problème, ce sont les contrôles. Et même si, en principe, tous les produits vendus sur l'Union européenne doivent respecter les mêmes normes, on se rend compte que les contrôles et les clauses miroirs ne peuvent pas être appliqués concrètement et que donc c'est sacrifier un secteur qui déjà depuis des années souffre, attend de la reconnaissance, attend du respect, attend de la rémunération et a l'impression de servir systématiquement de variable d'ajustement. Je reviens vers vous dans un instant. Avant cela, les images de la caméra d'Hugo Dorsemel. Hugo, vous êtes dans un tracteur, direction Vélizy, et vous filmez Milan Argelas, qui est dans le tracteur juste à côté de vous. Et Milan, la question que je vous pose évidemment, c'est savoir comment ça se passe. On vous devine, puisque la nuit est en train de tomber sur la banlieue parisienne, nationale 118. Vous approchez d'ailleurs, si je vois bien, de Vélizy, que vous devriez rejoindre dans quelques minutes. Ça se passe toujours plutôt très bien, ça roule. Et la motivation du conducteur de ce tracteur doit être renforcée par cette mobilisation, on l'imagine. Oui, effectivement, moi je suis à bord de ce tracteur avec Damien qui est un agriculteur à Bazainville dans les Yvelines. Et donc voilà, c'est un tracteur qui roule sur cette route nationale 12 depuis quelques minutes. Nous avons quitté Bazainville depuis maintenant une quinzaine de minutes et nous sommes entourés actuellement d'une escorte policière et suivis donc par de nombreux tracteurs derrière nous, mais aussi de voitures, puisque certains agriculteurs ont fait le choix de venir en voiture et non en tracteur. Avec, vous parliez de cette motivation, justement, il y a des automobilistes aussi qui apportent leur soutien aux agriculteurs en passant à côté de ce convoi et en klaxonnant, par exemple, ou en activant aussi parfois les clignotants, une manière d'exprimer un geste de sympathie pour ces agriculteurs qui ont de nombreuses revendications. On le rappelle, une demande de plus de simplification administrative, mais aussi un objet de crispation autour des négociations qui concernent le traité de libre-échange avec le Mercosur. L'arrivée à Vélizy-Villacoublay, elle est prévue actuellement aux alentours de 18h et nous continuons de rouler donc sur cette route nationale 12. Soyez prudents. Merci beaucoup, Milan. Merci également, Hugo, pour ces images en direct de la caméra, d'une des caméras BFM TV qui vous fait suivre, évidemment, ce coup d'envoi de cette mobilisation, de cet acte 2. Anne, Sora Dubois, que dit Emmanuel Macron? Que va faire Emmanuel Macron? Il n'est pas encore au Brésil, mais pour ce G20 qui va s'ouvrir. Alors, la position de la France vis-à-vis du traité Europe-Mercosur est la même au niveau politique, au niveau diplomatique et au niveau économique. La France s'oppose à ce traité de libre-échange. Voilà pour la partie officielle, en tout cas côté gouvernement. Aujourd'hui, en tout cas. C'est un très vieux traité. La position de la France a évolué. Les négociations ont commencé en l'an 2000. Elles ont été stoppées pendant près de 10 ans, entre 2004 et 2013-14. Donc la position de la France a évolué.
Pourquoi on dit que les négociations ont commencé il y a très longtemps? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un traité qui paraît quelque peu anachronique au vu des préoccupations qui ont commencé à émerger en Europe. C'est la raison pour laquelle, finalement, l'aboutissement de ce traité aussi tardivement après son ouverture apparaît un peu un non-sens du point de vue écologique, ne serait-ce que pour ces raisons-là. On va faire venir donc des produits agricoles qui viennent de très très loin, donc en termes de transport, en termes de coûts écologiques. Question sanitaire aussi, parce qu'il y a effectivement Voilà. des ajouts un peu... Et je vous donne un exemple pour vous montrer un peu le côté qui peut paraître un peu absurde, c'est que par exemple en ce moment l'Union européenne est en train d'augmenter la taxe sur le transport aérien, les billets d'avion, pour essayer de limiter le transport aérien. Mais on va faire venir quand même des milliers de tonnes de bœuf réfrigérés dans des avions. Bref, voilà un peu la difficulté à laquelle la France et d'autres pays européens ont été confrontés. Ce qu'Emmanuel Macron fait en ce moment, là il va quitter dans quelques instants, dans une demi-heure, il va quitter l'Argentine. La première personnalité d'Amérique latine qu'il a rencontrée, c'est Javier Milei, le président argentin, alors qu'il ne ralliera en aucun cas au club de l'éventuelle minorité de blocage qu'il pourrait réunir sur le traité. Javier Milei est un ultra-libéral qui ne l'a jamais caché, et en plus il a le bœuf argentin avec des fermes immenses en Argentine, qui a tout intérêt à se traiter du Mercosur. En revanche, lui, il peut servir dans la deuxième ou troisième étape. La première étape d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer de réunir une minorité de blocage. Il faut 4 pays, 35% de la population de l'Union européenne. Ça, c'est le premier objectif. Il va le faire notamment dans le cadre du G20, où il atterrit ce soir à Rio de Janeiro. La deuxième étape, si ça ne fonctionne pas, c'est d'essayer de mettre un veto, de faire en sorte au moins qu'il y ait des clauses miroirs, c'est-à-dire d'obtenir un traité le moins défavorable possible pour la France et pour l'Europe. Donc de pousser sur les clauses miroirs, ça veut dire la réciprocité des normes, de faire en sorte que la France s'y retrouve, que les agriculteurs français s'y retrouvent. Et puis la dernière option, si vraiment tout a été perdu, et c'est possible qu'à la fin on en finisse par là, et c'est pour ça que je vous parlais des relations entre Emmanuel Macron et Javier Milei, c'est d'essayer d'aller voir avec ces pays, au cas par cas, un par un, comment on peut négocier le fait de protéger notre agriculture face à ces pays qui, eux, ont des mastodontes agricoles qui ne respectent pas absolument les normes qui nous sont imposées à nous. Donc ça se finit en négociation au cas par cas. Est-ce qu'au fond, on n'a pas encore une image qui est très romantique et totalement agréable d'une agriculture à la française qui aujourd'hui n'est plus adaptée? Parce qu'on dit évidemment les consommateurs français, ils ont envie de manger sain, mais ils ont aussi envie de pouvoir se payer ce qu'ils mangent. Et c'est aussi cette question-là qui revient dans un... Monsieur Djiry, après je vous laisserai moi. Ce qui est important, c'est aussi la souveraineté alimentaire. Souveraineté alimentaire voulant dire qu'on doit produire au plus proche de chez nous ce que nous consommons. C'est de la ferme à la fourchette, mais on voit bien que c'est très compliqué. Nous sommes contre de la ferme à la fourchette parce que c'est un rajout de normes et de bureaucratie écologique. On peut peut-être pas développer ici, mais enfin en tout cas ça a pour effet de réduire la production européenne. Donc le Rassemblement national est préoccupé de voir que nous risquons de sous-traiter la production alimentaire à d'autres continents, l'Amérique du Sud en l'occurrence. Et nous avons bien vu, par exemple pendant la crise sanitaire Covid, les masques arrivaient de Chine et finalement dans le domaine des médicaments, de la même façon on nous dit il n'y a plus de Doliprane. Ah bah oui, pourquoi? Parce qu'on ne le fabrique plus ni en France ni même en Europe. Donc la souveraineté alimentaire, c'est de pouvoir produire localement. Ça a un impact économique immédiat. Ce sont des emplois chez nous, ce sont des revenus pour nos agriculteurs. C'est également bon pour la planète puisque ça veut dire moins de transport, moins d'émissions de CO2 et ça veut dire garder la maîtrise de notre avenir et la qualité de la nourriture et donc c'est bon pour la santé. Est-ce que vous êtes d'accord? Et ma remarque, c'est aussi la question du prix. Parce qu'on me dit quand on provient en France avec le prix du travail, c'est trop cher. C'est ce qu'on entend. Le prix final sur l'étalage dans les supermarchés ou autres, il ne s'explique pas par la qualité de la production, il s'explique par les immenses marges des intermédiaires. Nous, quand nous avons voulu faire voter une loi pour encadrer les marges dans la grande industrie, notamment la grande industrie de transformation agricole, le gouvernement a tout fait pour s'y opposer. On peut faire de la très bonne qualité en rémunérant parfaitement les agriculteurs parce qu'il faut un revenu minimum garanti. Sans que ça soit plus cher pour le consommateur. À l'heure actuelle, ce qui explique le prix pour les consommateurs, c'est tous les intermédiaires entre les deux qui s'en mettent plein les poches. La souveraineté alimentaire, c'est aussi la polyculture. Et c'est en ce sens que les accords de libre-échange géants sont très néfastes, parce qu'on a des ultra-spécialisations. Donc nous, on va se spécialiser dans le vin, dans le blé, un peu dans le lait. On importerait toute notre viande de là-bas. Ça ne peut pas marcher. Il faut de la polyculture. Le modèle, la grande force de sur un même territoire, on puisse produire sur un même territoire, on fait des fruits. Mais c'est compliqué avec toutes les normes qui sont européennes et françaises. Le problème, c'est pas les normes, c'est tous les intermédiaires, etc. Les agriculteurs avec qui moi j'ai discuté quand il y a eu le dernier barrage, ils m'ont dit si
on était protégé par des prix garantis, on n'a pas de problème avec les normes. Ce qui pose le plus de problèmes avec les normes, c'est toute l'administration qu'il y a derrière. Mais par exemple, l'Espagne a ouvert des guichets de services publics pour aider et faire que les paperasses, entre guillemets, ne reposent pas que sur l'agriculteur. On pourrait très bien imaginer le même genre de choses, parce que la volonté des agriculteurs, c'est pas de produire des mauvais produits. Non, la France avait historiquement une agriculture de très grande qualité, c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui faisait sa fierté, et c'est pas pour se spécialiser et faire de la compétition au rabais en produisant, excusez-moi de l'expression, de la merde, comme on va le faire au Brésil ou en Argentine. Donc premier point. Et le deuxième point, c'est que la raison pour laquelle un certain nombre de pays européens poussent et qu'eux, ils considèrent que c'est pas anachronique, c'est qu'ils sont dans une fuite en avant. Pourquoi les négociations se sont brutalement accélérées? Parce que l'Allemagne panique. L'Allemagne panique parce qu'elle voit son système économique basé sur l'exportation des biens industriels et notamment des voitures s'effondrer. Parce que concurrence chinoise, parce que coût de l'énergie, etc. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut absolument avoir des débouchés. Donc, en fait, c'est un accord bagnole allemande contre viande brésilienne et argentine. Anne, nous ne sommes pas d'accord. Et je terminerai juste là-dessus. La France doit bloquer. Ça suffit de dire que quand Bruxelles a décidé, on ne peut plus rien faire. S'ils vont jusqu'au bout, on doit désobéir et le Parlement national doit s'exprimer sur ce sujet. Anne, et puis après, j'irai pour la conclusion. Sur ce que vient de dire Arnaud Le Gall pour l'expliquer à nos téléspectateurs, l'accord de libre-échange Europe-Mercosur donc ne porte pas que sur l'importation d'agriculture. Il y a aussi toute l'autre partie et c'est la raison pour laquelle il y a des secteurs français qui soutiennent cet accord, notamment les secteurs industriels, les secteurs de transport aussi évidemment, parce que eux, donc voilà, donc on exporte notre vin, on exporte des voitures, on exporte des batteries, on exporte du parfum. Il y a une partie des filières qui seraient qui sont favorables. L'agriculture, elle, y est profondément défavorable parce qu'elle serait perdante. Je vous voyais réagir de loin sur la question notamment du prix. Est-ce que c'est le problème ? Moi, je voudrais vraiment vous dire que le prix, c'est une chose. Je crois que ce qu'il faut réarmer au niveau de notre pays et au niveau de l'Europe, mais surtout au niveau de la France, c'est la compétitivité, tomber les entraves en agriculture. Aujourd'hui, notre agriculture, depuis 15 ans, elle décroche. Nous le voyons en matière de production, en matière d'exportation, parce que, bien évidemment, nous le voyons au travers du Mercosur, nous avons des distorsions de concurrence qui sont absolument inacceptables, mais nous les avons aujourd'hui instrumentalisées et construites au niveau intra-européen et franco-française. Ça, c'est un combat qui doit être aussi le nôtre. Merci beaucoup Franck Menonville d'avoir été avec nous. Merci également Sylvie Boulet. Merci messieurs d'avoir été. On suivra évidemment à la fois cette mobilisation générale et puis au sens propre, on suivra le trajet de ces tracteurs direction Vélizy.